Les invisibles. Juin 2020. Ma vie bascule du jour au lendemain dans une maladie neurologique, rare, qui n'a de poétique que le nom. Le syndrome du mal de débarquement. Les symptômes qu'elle m'amène vivent en colocation avec moi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ne prennent jamais leur week-end. Je n'ai donc pas la place pour un autre combat. Du moins, c'est ce que je crois. Puis vient ce jour où je témoigne dans une émission télé, dans l'espoir de rendre visible l'invisibilité du syndrome dont je suis atteinte. À peine sortie du plateau, forte de cette expérience et encore dans mes talons rouges, une évidence s'installe. Je n'en resterai pas là. Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Offrir un espace de parole au travers d'un podcast aux personnes qui composent, bien souvent en silence, avec des maladies invisibles et avec les regards de société qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux réalités plus souvent subies que choisies. Aujourd'hui, loin de mes talons rouges et au plus proche de l'engagement, l'évidence s'étend. C'est à l'invisible au pluriel que je vous invite. Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vivent, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute. Petite, Manon se sent différente. Elle a l'impression d'être inadaptée aux autres et elle peine à trouver sa place. Adolescente, elle tente d'entrer dans un cursus dit normal, mais c'est pour elle une source de conflits internes. À l'âge adulte, Manon vit une dépression suite à un œuf clair. Une grossesse qui s'interrompt car l'œuf n'évolue plus. Elle rentre de son hospitalisation et constate que son compagnon a quitté le domicile. Simultanément, Manon perd ses deux amours. Suite à cette dépression, le diagnostic anxio-dépressif est posé par une neurologue. Après un traitement inadapté, où Manon ne sent plus son corps, on lui prescrit un antidépresseur, qui pour elle est une délivrance sans effet secondaire. Grâce à ce traitement et à l'accompagnement thérapeutique, Manon vit aujourd'hui dans une justesse inconnue pour elle jusque-là. Elle se sent reconditionnée dans sa manière de réagir aux événements de la vie. Manon est aujourd'hui chef de son entreprise, à l'image de ce qu'elle est et de ses envies. Pour elle, les raisons pour lesquelles elle réussit aujourd'hui sont les raisons pour lesquelles plus jeune, elle était rejetée. C'est en s'adaptant à elle-même que la place de Manon s'est enfin créée. Hello Manon! Salut! Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça va bien, merci et toi? Ça va, je suis super fatiguée. J'ai pensé pouvoir me poser à mon bureau pour t'interviewer de manière correcte et un peu plus professionnelle, mais je suis pas sortie du canapé. J'espère que tu m'en tiens pas rigueur, je suis sous mon plaid. Non, pas de souci, pas de souci. Je suis à 3 mètres de mon lit, donc je peux pas t'en vouloir. Alors, tu es la toute première personne, en fait, qui, au travers de ce podcast, témoigne pour un trouble psy. Oui. Comme sujet principal. Donc, je te remercie vraiment particulièrement pour ton témoignage, voire ton courage, parce qu'on sait que c'est pas forcément toujours évident, c'est d'autant plus stigmatisé, ces maladies-là. Du coup, j'aimerais te demander de quel trouble tu aimerais parler aujourd'hui. Alors moi, je suis atteinte d'un trouble anxio-dépressif. Ok. Comment ça se manifeste, ce trouble chez toi? Alors, ça se manifeste lorsque je prends pas ni mon traitement et puis que je suis pas dans des conditions forcément de contrôle de cette maladie. De manière très simple. En fait, je fais des crises d'angoisse et toute manifestation qui est liée à l'angoisse. Donc, tout ce qui est vraiment la peur, la paranoïa, les troubles du sommeil, voilà, des émotions qui sont exacerbées, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Et puis en plus, après, ça m'a déclenché des problèmes de santé physique et qui sont des signaux d'alerte, notamment, par exemple,
entre autres, hein, entre des centaines de symptômes. Un qui est très important pour moi, c'est le nerf sciatique, qui est significatif, hein. Quand c'est à droite, c'est du stress. Quand c'est à gauche, c'est de l'effort physique trop fort. Et puis après, des migraines. Et puis bon, après, ça se ressent et ça se fait ressentir beaucoup, beaucoup par les contacts extérieurs, en fait. Par le monde autour, on se rend compte qu'on a un problème quand on se rend compte qu'on n'agit pas comme les autres et que c'est pas facile de vivre avec les autres, surtout. Hmm. Quand tu parles de peur et de paranoïa, est-ce que tu peux donner des exemples vraiment hyper concrets de pensées qui te traversent? Mm. Alors, ça va être. Alors, c'est marrant parce que quand j'en parle autour de moi, c'est des situations qui sont semblables à peu près toutes les femmes que je connais, pardon. Mais admettons, voilà, vous recevez pas un message de votre conjoint, enfin, ou de votre petit copain avant que ce soit votre conjoint. Ce genre de moment où une personne on va pas dire normale, mais rationnelle, c'est plus de la rationalité à ce moment-là, aura tendance à se dire, bon, ben voilà, la personne ne me répond pas, elle est occupée. Moi, ça va être, ok, elle me répond pas. Pourquoi elle me répond pas? Qu'est-ce qui se passe? Il m'aime plus, il veut plus me voir. Je suis une personne horrible, je mérite pas d'être aimée. En fait, je mérite même pas de vivre. Il faut que je me mette sous mon lit, il faut que j'aille m'enfermer. Et ça part dans des pensées qui sont obsessives, répétitives. Et, euh, et des moments de panique où d'un coup, je sais plus quoi faire, en fait. Et c'est très, très fatigant. C'est un exemple, voilà, parce que je sais que toutes les femmes, à un moment, ou tous les hommes, hein, c'est pas propre à la femme, d'attendre un message ou de ne pas en avoir, hein, nos amis les ghosters qui savent très bien faire ça. Mais, euh, mais en fait, c'est la façon dont on va réagir ces petites choses du quotidien qui finalement sont pas grand-chose, mais qui prennent des proportions énormes et qui sont pour moi aussi liées à une hypersensibilité qui est voilà, qui me rend malade et qui me rend anxieuse à ce point-là, quoi. Là, tu as donné vraiment des exemples au final qui sont relationnels. Ouais. Ça touche toujours aux relations, les pensées obsessionnelles, les ruminations. Alors ça touche pas que les relations parce que enfin en même temps on est toujours en relation avec du monde. Euh, on est seul face à soi-même, mais seul face à soi-même, c'est toujours compliqué par rapport à la vision qu'on a du monde et des autres. Donc finalement, c'est peut-être toujours un problème de relation, mais c'est pas forcément un problème de relation amoureuse. Des fois, c'est un problème de relation avec la personne que tu as en face de toi dans le miroir, mais c'est toujours un problème de perception, surtout en fait. Ouais, de perception, moi je dirais. Après, je sais pas si ça répond bien à ta question, mais. Ouais, je me posais la question s'il pouvait y avoir des peurs qui sont vraiment liées que à toi de manière très individuelle, qui sont pas dans le relationnel, que ce soit avec un amoureux, mais ça peut être aussi avec Mm. un collègue ou une amie, mais quelque chose qui est vraiment complètement propre à toi, ou est-ce qu'il y a toujours un enjeu avec un autre? Euh, il y a eu par rapport à moi-même. Après, je pense que, bon, déjà, j'ai grandi, donc ça va mieux. Grandir, c'est quand même, enfin, vieillir surtout, c'est quand même le meilleur des remèdes, hein. À un moment, il y a quand même quelque chose de. On a beau avoir de l'expérience très, très jeune, et puis, bon, le fait de grandir, ça aide beaucoup. Mais pour revenir à ta question, donc quand j'étais plus jeune, effectivement, le problème était. J'étais toujours le problème, en fait. Donc finalement, c'était toujours par rapport à moi-même et puis pas forcément par rapport aux autres parce que quand c'était des problèmes pour aller à l'école, des problèmes pour aller dans des endroits ou des choses comme ça, c'était vraiment moi-même. Est-ce que je vais être capable? Je vais pas y arriver. De toute façon, j'arriverai à rien. Puis après venait le contact, enfin, le problème relationnel, mais c'est toujours parti du fait de ne pas avoir confiance en soi et de se poser beaucoup de questions. Et après, ça vient forcément des autres parce que tu te sens différent. Enfin, les autres t'emmènent cette notion de différence ou d'anormalité. Et en fait, c'est là où, en grandissant, ce dont on ne se rend pas forcément compte quand on est enfant parce qu'on est juste nous-mêmes et qu'après, on commence à devenir nous-mêmes par rapport aux autres, c'est là où ça bascule. Et en fait, après, en revieillissant, on redevient nous-mêmes sans Hmm. trop se préoccuper de ce que pensent les autres, je pense. Mais ouais, donc c'est un peu des deux, je crois.
Ouais, j'ai la sensation qu'en grandissant, il y a un jeu de comparaison qui se fait surtout à l'âge de l'adolescence, où on Mmh. a besoin de se déterminer par rapport aux autres. Quand tu Ouais. parlais de l'enfance, que tu avais peur d'aller par exemple enfin, tu avais peur à l'école ou comme ça, est-ce que c'était une peur de pas réussir ou c'était autre chose? Hem, alors, j'avais la peur de l'échec, réellement, mais j'avais en fait, ce moment de comparaison qu'on a à l'adolescence, moi, je l'ai eu plus jeune et en fait, cette différence que j'ai ressentie et que les autres me faisaient ressentir, je l'ai eu plus jeune. Donc en fait, très tôt, j'avais l'impression de pas m'adapter et de pas être au bon endroit et en fait, ça m'a je pense que j'étais déjà petite, anxieuse, et ce qu'on appelait nerveuse ou stressée, enfin, que tu as pas de raison d'être stressée en théorie à 5 ou 6 ans, mais plus anxieuse. Et puis après, oui, à l'adolescence, c'est devenu, mais à l'adolescence, je vais presque dire, c'était plus facile parce qu'en fait, ce côté différence et j'ai pu le transmettre déjà dans la crise d'adolescence. Donc là, ça marche bien, hein, voilà, on peut tout mettre là-dedans. Et du coup, je l'avais moins face aux personnes de mon âge, mais c'était plus face au monde adulte, à la société, tout ça. Donc c'était une autre forme de différenciation, mais petite, petite. Et je pense que c'était une très grande peine. C'était une très, très grande peine que j'avais d'être pas comme les autres, en tout cas. Je sais pas si ça répond à ta question, parce que je crois que je me suis un peu oubliée, mais Ça va très bien. C'est drôle, c'est une sensation que moi j'ai ressentie aussi depuis toute petite, de me sentir Mhm. différente des autres. Et je me souviens que déjà petite, je me disais, mais est-ce que les autres pensent aussi être Oui. différents des autres? Ah ouais, c'est ça. Non, moi, je me rappelle vraiment de la souffrance. euh, Parce que bon, j'ai beaucoup de souvenirs très, très douloureux de l'enfance. Alors, j'ai pas eu de maltraitance, hein, évidemment, bien sûr que non, j'ai été très aimée et très entourée. Mais en fait, de maltraitance des autres enfants, par la différence. Et, on peut se dire que des fois, on est stigmatisé parce qu'on est d'une couleur de peau, parce qu'on est d'une origine. Et en fait, moi, j'avais pas de traces de stigmatisation, enfin, en apparence. Et en fait, pour autant, on m'aimait pas, ou comme j'étais, je pensais qu'on m'aimait pas, hein, mais on m'aimait pas parce que j'avais pas beaucoup d'amis. Mes relations étaient très compliquées. Et en fait, j'ai toujours ce souvenir de dire mais pourquoi je suis pas un mouton? Pourquoi j'arrive pas à faire comme les autres? Pourquoi je peux pas rester toute la journée assise en classe? Alors ça a continué après, hein, parce que du coup, j'ai déclenché la phobie scolaire, mais pourquoi est-ce que mes camarades, bah, ça marche pas, quoi? J'ai des copines, ça dure jamais. Enfin, puis ces questionnements, quand on est petit, je pense, c'est lourd. Ça me fait une émotion parce que c'est lourd à porter. Et puis je sais que ça m'a beaucoup pesé. J'ai pas beaucoup de souvenirs insouciants de cette période-là. Et quand j'en parle avec des gens qui parlent de l'école primaire, par exemple, pour eux, c'est vraiment des moments d'insouciance complet, quoi. Voilà, moi, je donnerais rien pour retourner à cette époque-là, quoi, vraiment. Je pense Mhm. que je démarre depuis quelques années les meilleures années de ma vie, quoi. Mhm. Donc, Oui, puis c'est difficile pour un enfant, au final, de mettre les mots sur ce qui lui oui. arrive. Mm. J'imagine qu'à cet âge-là, bah, enfin voilà, c'est pas la même conscientisation de ce qui se passe. Non. Tu en parlais pas forcément aux adultes de cette différence que tu sentais. Alors, j'en parlais pas directement, je trouvais des astuces pour m'échapper de mes camarades. Euh, c'est une anecdote, hein, mais ma mère a appris à la fin de l'année que j'allais voir une psychologue à l'école. Et en fait, j'avais demandé à aller voir cette psychologue en disant, voilà, je me sens pas bien et tout ça. Et parce que la psychologue, je la voyais 2 fois par semaine, donc l'après-midi. Et j'allais dans son cabinet, quoi, c'était dans l'école. Et je dessinais sur des feuilles une partie enfer et une partie paradis. Et je me disais qu'elle me faisait parler, en fait. Et moi, je me disais, c'est bien, elle va me faire parler si je fais ça. J'avais dû voir ça quelque part dans un film ou à la télé, certainement. Et en fait, déjà petite, j'essayais de trouver des solutions pour m'échapper de cette situation dans laquelle j'étais pas bien. Donc, je pense que j'avais pas conscience, j'aurais pas mis des mots comme je peux mettre aujourd'hui des mots sur ma souffrance. Mais il y avait déjà quand même une forte prise de conscience que j'étais pas bien, que ça allait pas. Déjà, je voulais jamais aller à l'école. Je pleurais, j'aimais pas ça. C'était vraiment, je comprenais pas.
Enfin, je comprenais pas le fonctionnement tel qu'il était. Et, mais voilà, c'était quand même beaucoup. La souffrance, j'en avais conscience, j'aurais pas mis les mots dessus, oui. J'aurais pas mis les mots dessus, mais j'avais pleinement conscience que j'étais en souffrance, ça c'est sûr. Est-ce que tes parents, ils étaient attentifs aux manifestations qui se déclaraient au final? Parce que tu étais enfant, tu allais déjà voir la psy de l'école, un peu ces choses-là. Est-ce qu'ils se sont posés des questions, penchés un peu sur la question avec toi? Alors, petite, pas directement, j'ai pas de souvenir où on s'est assis et puis ils m'ont dit, bon, qu'est-ce qu'il y a, voilà. Mais bah, je suis très proche de mes parents et puis ils me connaissent et ils savaient que j'avais déjà beaucoup de douleurs au ventre, par exemple, c'était très nerveux, donc ça, ils ne pouvaient pas ne pas le voir, puisque j'allais régulièrement à l'hôpital pour des kystes nerveux, quoi. J'avais tout le temps mal au ventre. Puis bon, le ventre, c'est vraiment l'angoisse, hein. L'angoisse, j'avais, j'étais vraiment physiquement déjà pas bien. Après, pas petite, j'ai pas eu des conversations petites avec, par exemple, mon papa. J'ai appris plus tard qu'il avait eu les mêmes problèmes à l'école. Enfin, en fait, lui, c'était vraiment le fait d'aller à l'école. C'était pas c'était pas autant que moi le problème de relation aux autres. C'était le fait d'aller dans le bus et monter dans le bus et aller à l'école. Ma grand-mère après m'a raconté que beaucoup, deux fois, il allait au bus et il revenait, mais ça, on l'apprend aussi plus tard parce que peut-être que quand on est parent, on n'ose pas dire à ses enfants, bah, moi aussi, parce que. Mais par contre, j'ai toujours été très. On m'a jamais. Comment dire je me suis pas sentie incomprise par rapport à ça, puisqu'après, à chaque fois que j'étais pas bien, à chaque fois, mes parents venaient me chercher, enfin, respectivement, mon père ou ma mère venaient me chercher. euh, et puis, ils me punissaient pas de pas être bien quand vraiment, parce qu'en fait, ça me prenait beaucoup d'énergie, donc j'avais des grandes périodes d'hyperactivité. Et puis après, pendant quelques jours, je faisais vraiment des chaos techniques de fatigue parce que enfin, émotionnellement, physiquement et tout, ça se jouait. Et en fait, quand j'avais des moments où vraiment j'étais trop fatiguée, ben voilà, je ratais un peu d'école le samedi matin, à l'époque où on nous mettait l'école en plein week-end, enfin bref. Mais pas de conversation directe, mais quand même, je sens, maintenant en étant adulte, je me dis, ils essayaient aussi de faire comme ils pouvaient en respectant les règles de parents, mais en essayant en même temps de pas non plus trop me heurter, quoi. Mais bon, on était beaucoup moins ouverts sur tous ces problèmes-là. Pas tous- on parle des. Je suis pas l'ancienne, hein, mais on parle. C'était en 98, donc quand j'avais 5 6 ans, c'est plutôt l'âge CP-C1 où ça m'a marqué, et jusqu'à la fin de mon primaire. Et je crois qu'à ce moment-là, on était encore dans un autre mode de fonctionnement, que ce soit dans l'éducation nationale ou dans l'épanouissement des enfants, le traitement des problèmes psychologiques. On a quand même fait une grande avancée depuis, j'ai l'impression. Et, et Et tu parles de l'adolescence où il y a une phase quand même de crise où tu t'es opposée au monde des adultes. mhm. Tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, parce qu'en fait, euh, j'ai naïvement pensé, hein, en tant que Française et dans le pays du débat, le pays des droits de l'homme, le pays de on s'exprime, on fait des rassemblements, on fait des manifestations, bah, que toute personne avait le droit à la parole. Et mon papa le dit souvent, hein, chez nous, c'était la papacratie. Donc tout le monde a le droit de donner son mot, tout le monde a le droit de dire son avis, mais c'est lui qui décide. Donc on restait quand même sous une forme de démocratie très, très représentative de l'État actuel. Mais on avait quand même le droit de donner notre avis. Donc c'est vrai que depuis petite, et puis en plus j'ai pas ma langue dans ma poche, hein, je donnais mon avis, beaucoup, sans qu'on me le demande la plupart du temps. Et donc, arrivé au collège, je me suis dit, trop bien, ou au lycée, on va pouvoir donner son avis et comprendre les choses. Et en fait, ça n'a pas été ça. Ça a été, non, oui, oui, tu as le droit de donner ton avis, mais par contre, il faut que tu suives le tunnel vers lequel on t'oriente. Tu n'as pas le droit de demander des choses qui ne font pas partie du cursus. Ça ne fait pas partie du programme. Ça ne fait pas partie. Et ça a été pour moi une source de conflit interne très, très, très puissant. Et après, mon opposition, c'était passif, c'est-à-dire que soit j'allais pas à l'école, je séchais les cours, ou quand j'étais en classe, bah, je faisais autre chose. Mais je faisais autre chose dans le silence la plupart du temps.
Je mettais mes écouteurs, je me mettais au fond de la classe, la plupart du temps pas à côté de mes copines. Puis bon, je fumais beaucoup, donc c'est vrai que j'étais pas super active pendant les cours. Mais en fait, c'est là où je comprenais pas, parce que je pense que pour les professeurs, par exemple, c'était plus vexant. C'est un problème d'ego, mais ça, c'est eux qui devraient travailler leur ego. D'avoir un élève ou une élève qui n'est pas actif à leur cours et qui ne porte pas d'intérêt à ce qu'ils font. Et en fait, c'est vrai que moi, tout ce qui était physique, chimie, tout ça, et en fait, ça m'intéressait pas, donc du coup, j'étais passive, et du coup, les profs, ça les énervait, et moi, quand on me rentre dedans, enfin, à l'époque, quand on me rentrait dedans, à venir me voir déjà physiquement, à s'approcher de moi trop près, à me crier dessus et tout, c'était des... Déjà, je tenais le coup avec 35 élèves dans une classe pendant 4 heures, à écouter des trucs qui ne m'intéressent pas. Bref, je montais très vite en pression. Et du coup, je faisais peur la plupart du temps, je m'énervais beaucoup. Et donc, c'était vraiment des excès de colère contre les professeurs, où ça m'a amené à me faire exclure de plusieurs établissements. Et puis, plus jeune au collège, c'était presque, je me battais avec les élèves, mais parce qu'il y avait toujours des problèmes. J'exprimais de la colère, quoi. Et puis après, donc, contre les adultes, ça a été ça. Ça a été vraiment l'école, le lycée, les professeurs, et pas comprendre pourquoi est-ce que je n'avais pas le droit de m'exprimer. Alors que j'essayais de le faire poliment, et que ça marchait pas, quoi. Ouais, on se rend vraiment compte que tout le parcours scolaire, il faut vraiment rentrer dans des cases quand même assez Oui, précises, hein. oui, oui, oui. C'est pas Ah oui, évident oui, pour c'est très toutes les dur. personnes qui sortent un tant soit peu de la norme. Ouais. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous ont dû se suradapter en fait pendant tout Mhm. le parcours scolaire. Tu parlais du Ouais. fait que tu fumais. J'imagine que c'était pas des cigarettes, c'était plutôt du cannabis. Non, exactement. Bah, les deux, mais oui, surtout du cannabis. Ouais. Mais moi, ça m'a aidé, hein. J'allais dire, qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, juste, je rebondis sur ce que tu as dit avant. Je pense que tous, on a cette image, mais moi, elle est très, très marquante, et je l'exprime souvent pour représenter aux autres. C'est comme les jeux d'enfants. En fait, la scolarité, c'est comme les jeux d'enfants où il y a une étoile, un rond, un triangle, un carré. Et on doit mettre un objet qui représente la forme et le faire entrer. Et je disais toujours, c'est comme essayer de... Moi, je suis un carré ou une étoile ou ce qu'on veut, et on essaye de me faire rentrer dans un rond. Et à part m'abîmer tous les coins, ben ça donnera rien, quoi. Ça force, mais ça marche pas. Ça m'abîme, mais ça marche pas. Et des fois, il faut juste essayer de prendre la pièce et de la mettre dans un autre endroit ou d'une autre façon. Et je pense que tous ceux qui ont ces problèmes-là, qui ont ces troubles ou qui ont eu ces problèmes-là, peuvent visualiser voilà, cette image-là, parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est essayer de forcer quelque chose et qui ne va pas dans la bonne forme. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres bonnes formes autour. Ça veut juste dire qu'on ne voit que celle-là et qu'on nous force à aller là-dedans. Et, et donc ensuite, pour revenir au cannabis, euh, je ne suis pas allée vers l'alcool et tout ça. Je suis allée vraiment vers le cannabis. Et puis après mes copines, un peu après tout le monde, parce que j'ai eu besoin à un moment donné de trouver une solution. Euh, J'avais besoin d'un échappatoire, et j'avais besoin de quelque chose qui fasse que mes pensées se calment. Donc ça a duré pendant longtemps. Et puis au bout d'un moment, le cannabis, et malheureusement, c'est les effets que ça a souvent quand on en consomme trop, et c'est que ça fait l'effet inverse. Donc quand on me disait à 15-16 ans ou 14, tu verras, un jour, tu arrêteras de fumer. Moi, je disais, mais jamais de la vie, je vais fumer tous les jours, la weed, c'est ma vie, enfin bref. Et en fait, plus tard, quand j'ai commencé à avoir d'autres problématiques d'adulte, euh, ce qui me faisait du bien ne me faisait plus du bien. C'est-à-dire que je ne pouvais plus fumer avec mes amis parce que je devenais... C'était pas parano dans le sens, j'ai l'impression que tout le monde va me tuer et tout ça. C'était vraiment juste parano dans le sens où, tiens, j'ai dit ça, peut-être ils vont savoir, peut-être que ça va se refaire, peut-être que si, peut-être que la dernière fois, j'aurais pas dû dire ça à telle personne. Enfin bref, ça partait dans des trucs où, bon, au moment où on est plusieurs dans nos têtes et qu'on n'est pas d'accord. Et, et du coup c'était pour ça. Ça a été très bénéfique, mais il y a eu aussi un revers de la médaille, et j'ai fini par arrêter. Mm. J'ai aussi une expérience de mes 14 à mes 18 ans où j'ai fumé du cannabis. Et c'est exactement comme toi, sur le moment, c'est quelque chose qui m'apaisait beaucoup, tout ce qui était hyperactivité Mm. cérébrale aussi. Enfin voilà, et Les ça a douleurs permis aussi, les de... douleurs physiques.
Pardon. Ça a permis vraiment d'enlever des fois un peu la surchauffe Mm. et puis de s'adapter au final, justement, d'être le plus adapté possible. Et puis tout d'un coup, à 18 ans, l'effet vraiment inverse de bascule, comme toi, des phases de parano, hein, sur le moment où tout d'un coup, je me disais, mais j'ai dit des trucs, mais mon Dieu, mais je le regrette, qu'est-ce qu'ils vont se dire, ils vont penser de moi. Tout d'un coup, je faisais des bad trips, des trucs hyper glauques, des sueurs, enfin voilà. Vraiment, là, il s'est passé vraiment l'effet inverse où du jour au lendemain, il fallait que j'arrête, en fait, parce que tout d'un coup, ça devenait complètement délétère. Exactement, ouais. Par contre, c'est vrai que moi, ça m'a fait beaucoup de bien sur les douleurs pendant un moment. Et après, pareil, ça a fait l'effet inverse. C'est-à-dire que j'avais vraiment le côté relâchement de l'hypersthésie, par exemple, au niveau des jambes, qui existe toujours, hein, les muscles qui sont complètement contractés sur les parties, sur les côtés des jambes. Mais après, ça a été, j'avais l'impression que c'était tout mon corps qui s'enflammait encore plus. Enfin, ça a fait plusieurs yo-yo comme ça. Et après, c'est malheureusement ou heureusement, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise expérience, mais j'ai aussi pris d'autres drogues plus fortes. Et j'incite absolument personne à la consommation, évidemment, hein, c'est vraiment pas une bonne chose pour la santé. Mais moi, dans mon cas, ça m'a permis, au pire moment où j'étais, de pouvoir avoir une vie sociale, c'est-à-dire pouvoir sortir de chez moi, pouvoir aller dans des soirées, dans des clubs avec mes amis, pouvoir supporter la musique, pouvoir danser, parce que je pouvais presque pas marcher à un moment. Enfin voilà, en fait, mais ça a été une période courte, intense. Mais mais à ce moment-là, par exemple, je fumais plus, je buvais pas. En fait, j'ai toujours essayé de contrôler ces échappatoires. Et finalement, la chose que j'ai pu le moins contrôler par rapport aux échappatoires et ce qui te soulage, c'est les médicaments, puisque déjà, c'est en accès en libre service, hein, dans mon pays. Et puis parce que je trouve que c'est extrêmement dangereux, mais toutes ces formes-là de soulagement, je les ai testées, essayées, et puis finalement, après, je suis allée vers d'autres choses, encore une fois, en grandissant. Mais parce que c'est des prises de conscience qui fait que tu as envie de contrôler ton cerveau, en fait. Je pense que tu as envie de contrôler ce qui se passe dans ta tête et plutôt que de trouver des échappatoires, en fait. Et qu'est-ce qui fait que tu as envie de contrôler ce cerveau? Est-ce que c'est justement le fait de ne pas te sentir adapté en société? Si la société actuellement, elle serait complètement différente et que tu sentirais pas cette différence, est-ce qu'il y aurait moins besoin de ce contrôle-là? Je crois que le problème, en fait, il vient pas enfin, le problème. La situation vient pas de la société, elle vient de moi-même et elle vient des exigences que j'ai d'abord envers moi-même. Donc, du coup, c'est moi qui dois me contrôler. Et quand on le dit, hein, souvent on le dit à des personnes, en tout cas, moi, on me l'a beaucoup dit, hein, je ne suis pas de généralité, mais tu attends trop des gens ou tu espères trop, voilà, il faut que tu en entends moins. Et en fait, la société, il y aura toujours des choses à attendre, des choses à redire. Et non, c'est moi, c'est vraiment moi, une envie de contrôler, mais pas contrôle fric, c'est pas je veux plus penser, je veux plus créer, je veux plus. C'est juste qu'en fait, c'est la notion à un moment, attends, là, tu es en train de partir en sucette, ma fille, tu te calmes tout de suite. Demain, ce sera un autre jour. Aujourd'hui, il se passe ça. Mais ton expérience t'a fait comprendre que, ok, là, tu as envie de te mettre au saut, de te prendre 3 Xanax, d'aller te foutre dans le lit et d'attendre 3 jours que ça passe en éteignant ton téléphone. Mais la situation, si ça se trouve, dans 1 heure, elle se sera débloquée et tu te seras juste foutu en l'air pendant 2 heures de temps. C'est plutôt ça, en fait. C'est aujourd'hui de plus gâcher du temps. C'est ce contrôle-là que je veux avoir. Alors, des fois, c'est trop, parce que maintenant, je suis presque, pour les gens, hein, très froide et très distante, et puis je prends les choses avec tellement de... Mais la société, elle sera jamais parfaite, et puis elle sera jamais comme je veux, de toute façon. Donc, la seule chose que je peux contrôler, c'est moi-même, et c'est ses pensées. Mais ça ne veut pas dire les interdire, et ça ne veut pas dire ne pas les écouter, hein. Au contraire, je pense que c'est de leur dire, attendez, chacune votre tour, au bon moment, faites la queue, et puis on va s'organiser. Mais pas tout en même temps, là, à 10h30 du soir dans mon lit, quand j'ai envie de dormir, et que, ben voilà, tu connais l'histoire, quoi. On vous prend une après l'autre. Voilà, c'est ça. Faut passer au centre de tri avant.
Voilà. Écoutons-moi parler tous ensemble. Parlez pas tous en même temps. Ouais, non, c'est ça. C'est ça, stoppons Mais ce vacarme. cette notion, par exemple, alors peut-être que c'est toujours moi, mais de plusieurs voix dans ma tête, ça a été, alors ok, une seule et même voix finalement parce que c'est la mienne, mais de plusieurs manifestations d'idées différentes. Ça, on l'a aussi beaucoup quand on fume, mais des fois de conversations qu'il y a tout seul dans sa tête. Euh, Ben, ça me faisait très, très peur. Il y avait aussi cette paranoïa-là, en fait. Maintenant, j'y repense, parce que je les ai plus. Et, euh, et en fait, c'est vraiment ces conversations où c'est là, chut, arrêtez. Mais- Et puis, ça dure 2 secondes, et puis d'un coup, ça reprend. Oui, mais quand même, demain, tu as ça à faire. Oui, non, mais là, il faudrait que tu dormes. Oui, mais là, Mm. et là, non, en fait, ça, c'est pas possible, là. Je dois pouvoir, à un moment donné, relâcher et arrêter de penser. Du coup, ça se manifeste autrement et beaucoup dans les rêves, mais c'est différent. J'allais te demander comment elles étaient ces pensées. C'est vraiment des discussions internes, par exemple, je décide de prendre la décision A, non, mais la B serait plus intelligente. Ouais, Ouais, mais la A, c'est quoi? C'est un peu une sorte de débat intérieur? ouais. Alors, c'est un débat, et puis en même temps, des fois, c'est juste une phrase qui va revenir, ou une pensée, ou une image, ou quelqu'un, hein, ou quelque chose, ou une situation. Mais plus jeune, mais je pense parce que les stupéfiants, c'est tellement adulte de dire ça, les stupéfiants devaient jouer beaucoup sur ça, donc c'était plus des conversations. Et aujourd'hui, ça va plus être vraiment une pensée plus obsessionnelle qui va revenir et qui va être plus ouais, une seule voix, ma voix en fait. Et des fois, c'est une voix que je veux pas entendre parce que je veux pas me laisser aller à des émotions. Ça, c'est un trop contrôle que j'ai. C'est de me dire, j'ai pas le temps en fait. Là maintenant, j'ai plus le temps. Alors c'est souvent ça, c'est souvent, t'as pas le temps, t'as pas le temps, t'as pas le temps. Et puis t'as pas envie en fait. J'ai pas envie d'être triste. Oui, ça devrait me rendre triste cette situation, ça devrait me toucher, mais j'ai pas envie. Voilà. Je préfère avancer et puis de toute façon, je peux rien y changer. Donc en fait, ça évolue selon la situation, selon ce qui se passe et l'heure de la journée aussi, le taux de fatigue, beaucoup. Mm. Mais c'est beaucoup moins des conversations, c'est plus des pensées, des phrases, on va dire. Ouais. Mm. Et donc, on a parlé un peu du coup de l'enfance, de l'adolescence. Et toi, maintenant, à l'âge adulte, déjà, bah, tu as un diagnostic qui a été posé Oui, parce que trouble oui. anxieux-dépressif, j'imagine que c'est un psychiatre ou une psychiatre qui a pu nommer ça. Alors, c'est une neurologue qui a d'abord sorti le mot. On m'en avait déjà parlé hein, dans les psychiatres que j'avais vus, les psychologues, les centres antidouleurs et tout ça. Mais c'est vrai qu'on s'était du coup beaucoup plus focalisé sur la fibromyalgie, donc qui est une conséquence de tout ça, que j'ai depuis 10 ans, 12 maintenant, puisque j'ai vieilli. Et du coup, on a mis plusieurs années en fait à d'abord mettre un mot sur la fibro, sans vraiment, parce qu'on allait vers des maladies rhumato et tout ça, sans vraiment prendre en compte le côté anxio-dépressif et pour autant en me donnant des médicaments, hein, en me donnant des antidépresseurs, en me donnant des anxiolytiques. Et puis, euh, et puis après, j'ai fait une grosse dépression il y a quelques années. Euh, Meilleure expérience de ma vie parce que ça m'a permis de mettre tous les mots et puis tous les mots que j'ai pu en fait dans cette dépression et d'aller et d'aller chercher un peu partout et finalement les migraines sont devenues tellement tellement importantes et tellement invivables que je suis allée voir une neurologue, on a fait des IRM et tout ça, on a fait des radios et en fait on s'est rendu compte que c'était pas physique, donc c'était pas dans la tête, hein, c'était pas une tumeur, c'était vraiment la manifestation de l'anxiété et de la dépression qui commençait à prendre trop de place même physiquement et à m'empêcher de vivre. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu confirmer le diagnostic. Mm. Est-ce que tu peux nous dire, si tu es OK, qu'est-ce qui a déclenché cette dépression? Alors, ma dépression est arrivée en 2019. J'ai fait un œuf clair. Un œuf clair, c'est une grossesse qui s'interrompt naturellement. Alors, ça, c'est pas une fausse couche, c'est vraiment l'œuf
qui n'évolue plus. Et en fait, je l'ai appris en allant faire ma première échographie avec, à l'époque, la personne qui était mon compagnon. Et donc ça a été un choc, d'abord d'apprendre cette nouvelle. Et puis, et ensuite, mon compagnon, ça a été très compliqué pour tous les deux. Et quand je suis sortie de l'hôpital pour me faire retirer cet œuf parce qu'il ne s'évacuait pas de manière naturelle, mon compagnon avait quitté mon domicile. Voilà. Donc, je suis rentrée chez moi seule, et vide et seule. Et donc, ça a été un cauchemar. Ça a été un mauvais scénario Netflix, on va dire. Quand tu rentres chez toi, que ta maison est vidée, et en fait, ça a été vidée de ses affaires, hein, évidemment, il n'était pas parti avec mes affaires quand même. Ça a été un choc. En fait, ça a été les plus grosses peurs de ma vie, donc l'abandon, plein de choses hein, qui sont apparues tout en même temps. Puis bon, la peur de toute femme, hein, perdre son enfant, perdre l'homme de sa vie, et puis perdu, quoi, tout simplement. Donc j'ai amorcé, j'avais déjà amorcé la dépression à l'annonce, et pourtant j'essayais de me tenir droite hein, parce que la personne avec qui j'étais m'imposait quand même de rester. M'imposait de rester droite et pas flancher parce qu'on avait un petit garçon. Enfin, il avait un petit garçon à la maison aussi, donc je pense que j'ai tenu bon. Et puis le choc de rentrer m'a mis au plus bas, et j'ai eu besoin d'aller vraiment au plus profond de la dépression parce que, comme on dit, hein, des fois, il faut vraiment savoir toucher le fond pour pouvoir rebondir. Et, euh, et, et voilà, c'est comme ça que ça m'a enclenché toutes les peurs, toutes les angoisses que j'avais pu avoir dans ma vie, tout ce qui s'est passé de négatif, de bon aussi parfois, mais tout le négatif que j'avais pas exprimé suffisamment, et tout est passé dans cette dépression. C'était comme un puits qui n'en finissait plus. Voilà. Quand tu dis que tu avais besoin de toucher le fond, est-ce que sur le moment, c'était quelque chose de conscientisé ou pas? Alors, les 2 premières semaines, non, parce que j'ai pris tellement de médicaments que je m'alimentais plus, hein, donc je buvais que du thé. Mon père m'a retrouvée au bout de 10 jours. Enfin, j'étais pas épaisse, mais là, déjà, j'étais quasiment plus vivante de toute façon. Et après, ça a été un moment de flottement, en fait. J'étais sous le choc. Je crois que vraiment, j'étais sous le choc, donc je réalisais pas du tout. Et, mais c'est paradoxal, hein, mais la dépression, c'est bien, hein, on y est bien. Hein. Enfin, on est bien dans son malheur, hein, parce que alors, on n'est pas bien dans le sens, c'est pas une position qui est facile et tout ça, mais c'est juste que c'est plus confortable à un moment donné que de vouloir affronter. C'est plus difficile hein, de sortir de chez soi, c'est plus difficile d'affronter la maladie, c'est plus difficile. Et, et attention, je dis pas que les personnes qui sont en dépression ne veulent pas s'en sortir. Hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais je pense que c'est important de le préciser parce que des fois, c'est juste Voilà. physiquement pas possible en fait de faire Oui, autrement. oui, bien Mhm. sûr. Moi, physiquement, j'étais pas capable de sortir, mais j'avais pas envie en fait de sortir non plus parce que je me disais pourquoi c'est quoi ma vie en fait maintenant aujourd'hui. Et puis je me regardais dans le miroir et je me disais mais t'es que ça en fait, t'es que cette erreur encore une fois, t'es que cet échec. Même ça, t'es pas capable de le faire quoi. Même ça, faire un enfant, t'es pas capable de le faire, c'est le truc. Et les personnes les plus ignardes, les plus bêtes, les plus méchantes de cette terre sont capables d'enfanter. Et toi, ma pauvre fille, mais regarde-toi, mais t'es pas capable de faire ça. Et en plus, ton mec, il s'est barré, mais tu vois rien, quoi. Donc, tout ce que j'avais pu un tout petit peu construire de confiance en moi en commençant à vieillir, en grandissant, j'ai revu la petite fille en face de moi et je me suis dit, mais non, en fait, je veux rester là. Je veux pas, je veux pas trouver de l'énergie pour repartir dans ce monde-là parce que je serais pas capable de resurmonter des choses, en fait. Et après, il y a eu un moment où j'ai eu un traitement profond d'antidépresseurs. Et qui était surdosé. Et, je sentais plus mon corps, en fait. Des fois, j'avais le bassin qui se décrochait, comme si mon bassin se décrochait, je bavais, voilà, je faisais de l'overdose, en fait, tout simplement de médicaments parce que c'était pas bien dosé. Et ça m'a paniqué, en fait. Ça m'a paniqué parce que j'ai pensé à mon neveu et ma nièce. Et autant, bon, le reste, c'est des grands, ils arriveront à s'en sortir. Mais je me suis dit, si je pars,
tu vas leur flinguer leur vie, quoi, en fait. C'était ça qui m'a fait me dire à un moment, oui, là, t'as conscience que tu te laisses aller dans le mauvais et que il faut que tu trouves la force d'aller mieux et de le faire pour eux. Alors, je pensais pas que ça allait être facile et ça n'a pas été facile. Et la dépression, c'est un tunnel qui est extrêmement long et qui demande beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de courage et beaucoup de volonté et d'accompagnement, je pense. C'est un tout. Et j'ai eu la chance d'avoir un peu tout ça autour de moi et surtout la vie de deux enfants qui moi, m'ont porté vers le haut, hein. J'avais la chance de pas vouloir gâcher leur vie en tout cas. Donc voilà, mais la conscience de tout ça, elle est arrivée après cet épisode parce que sinon, je serais pas restée longtemps en dépression, mais je serais pas restée en vie, c'est sûr. C'est sûr. Je sais pas quel âge ont ton neveu et ta nièce, mais je pense qu'ils seront très heureux d'écouter ton témoignage. Ils sont encore petits, mais j'ai une nièce malheureusement qui connaît un peu les mêmes problèmes de vie en société. Donc là, ça va mieux, on l'a changé d'école et tout ça. Heureusement, elle peut être une enfant épanouie et différente si elle a envie de l'être. Et Lucas, pour l'instant, est petit, donc il va très bien. Mais je garderai, je leur ferai écouter avec plaisir. Mais souvent, je lui parle à ma petite nièce et je lui dis, tu sais, moi aussi, c'était pas facile et c'est un mauvais passage et ça va. Et puis plus tard, ça ira mieux. Je vais pas te dire que c'est pas grave, mais il y a un moment où vraiment tu te rendras compte que la vie est belle et qu'il y a des bons moments et que ça vaut le coup et que c'est juste un moment qui est difficile à passer. Mais elle m'a vu pas bien, donc elle sait aussi. Puis les enfants, mon neveu, par exemple, mon frère habitait à côté de moi à ce moment-là et j'ai passé beaucoup de temps chez lui et mon neveu était vraiment petit, hein, il avait 1 an et demi et il était tout le temps avec moi. Je pleurais, il était tout le temps avec moi. Il avait vraiment, voilà, les animaux, eh ben, ils ont cette sensibilité que parfois certains adultes n'ont plus parce qu'ils sont devenus des adultes, ils ne sont pas restés des enfants qui ont grandi et ça m'a beaucoup aidé, quoi. Mm. Je trouve joli que ta nièce, elle t'ait vraiment comme adulte de ressources. Mm. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément quand on est enfant ou des Mm. tuteurs de résilience, c'est peut-être un grand Mm. mot, mais vraiment quelqu'un qui peut ressentir, comprendre, rassurer. Là, tu lui parles de l'avenir en disant ça va s'apaiser Ouais. aussi. Enfin, c'est des mots qui peuvent sembler tout simples, mais qui au fond peuvent faire beaucoup pour rassurer, contenir l'enfant dans ses peurs et ses différences. Mm. Surtout le fait de dire je te comprends et ce que tu ressens, ça a de l'importance. Le fait de dire à quelqu'un, surtout un enfant, un adolescent, mais non, mais c'est pas grave, c'est rien. En fait, on a un adulte, hein. Un adulte, c'est la même chose, hein, mais je pense qu'en plus, dans un cerveau d'enfant, il n'y a rien de plus toxique, même si c'est pas ce qu'on veut faire, parce que ça a de l'importance. Si c'est important pour toi, si ça te fait du mal à un moment, s'il y a quelque chose qui va pas, ça a de l'importance. Mm. Euh, Surtout dans nous, en tant qu'Européens, dans le monde dans lequel on vit, enfin, dans notre société privilégiée, surprivilégiée, plus chanceux de ce monde, je le dis sans arrêt, on fait partie des pourcentages les plus chanceux de ce monde de par la société dans laquelle on vit et par notre quotidien. Donc c'est d'autant plus difficile de se sentir mal, et surtout quand il n'y a pas de raison, enfin, pas de raison apparente, quand on c'est pas un accident, des fois on n'est pas obligé d'avoir subi un viol ou une agression pour avoir des fois des troubles qui sont aussi violents que des personnes qui l'ont subi. Et donc, encore plus quand on est enfant, de dire c'est pas grave, c'est tellement minimiser leurs ressentis, leurs émotions. Et je pense que c'est des fois ce que j'ai pu ressentir aussi, surtout avec les douleurs, hein, quand on me dit mais c'est dans ta tête, de toute façon, tu as toujours mal quelque part, bah, tu as mal partout. Tu as mal partout, tu as mal nulle part. Oui, bon, bah, d'accord, merci. Mm. Avec ça, tu grandis et puis tu te dis, ben, en fait, ce que je pense, ça n'a pas de valeur. Donc, du coup, tu te renfermes dans cette idée que tu n'es pas important, en fait. Et Mm. c'est effectivement là où c'est bien de parler avec les enfants et de leur dire et d'exprimer les expériences qu'on a eues en tant qu'enfant et de ne pas avoir honte de dire à ses enfants bah, moi aussi, tu vois, à l'école, personne ne m'aimait. Bah ouais, bah, c'est pas grave, tu vois, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise et les raisons pour lesquelles je réussis, c'est les raisons pour lesquelles on m'aimait pas jusqu'à aujourd'hui. Mm. Donc, c'est plutôt montrer
qu'on a eu des faiblesses aux enfants, c'est juste montrer qu'on est humain et qu'on est comme eux. Donc, je pense que c'est important. Et au final, pour moi, l'écoute et la reconnaissance, quelque part, on en a besoin à tout âge, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées. Bien sûr. C'est quelque chose qui manque beaucoup actuellement. On nie beaucoup ce qui est vécu, on dénie, on se moque, voilà, et on dévalorise le vécu des autres. Alors que des petites phrases de « je te comprends, j'entends », j'imagine que ça doit être dur pour toi, ça semble pas grand-chose et au final, ça fait des miracles dans le ressenti de la personne en face. Je reviens un petit peu, donc on parlait du diagnostic qui a été posé par une neurologue en 2019. Alors, Comment du ça a coup, été 2000, l'année du Covid, là, juste après 2020 avant mon anniversaire, donc avril, à la sortie du confinement chez nous. Ouais, avril 2020. D'accord. Comment ça a été pris par toi? Est-ce que c'est quelque chose qui a été soulageant ou plutôt anxiogène, pardon? Je m'y suis accrochée comme à une bouée de sauvetage. Franchement, ça a été... je me suis dit, OK, déjà, on me propose quelque chose. C'est-à-dire qu'on arrête de me donner des médicaments. Alors, le traitement que j'ai ne soigne pas. Enfin, il n'arrêtera pas le trouble et il n'arrêtera pas mes problèmes de santé qui sont liés au trouble. Mais jusque-là, les médicaments qu'on me donnait, c'était des médicaments génériques qui, chaque médicament pouvait atténuer un symptôme. À ce moment-là, on a trouvé un médicament, en plus sous forme de gouttes, donc c'est pas un cachet qu'on prend dans la bouche, qui réunissait un peu tout ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire les migraines, les douleurs physiques. Ça joue sur le système nerveux, donc d'une manière générale, en plus les douleurs neurologiques, donc qui sont toutes les stimuli que j'ai, que ce soit le bruit, les odeurs, la sensation au toucher, le mal à la peau, mal aux genoux, mal aux bras, mal aux jambes, tout ça. Et en plus, ça joue comme ça joue sur le système nerveux, ça joue aussi sur le côté, ok, je prends les choses avec plus de distance. Et ça a été vraiment pour moi un soulagement. Ça a été un soulagement parce qu'en fait, j'étais arrivée à un point de migraine. C'était aussi parce que j'étais dans un environnement qui était compliqué. J'avais des voisins très bruyants. En gros, je me suis retrouvée avec, je ne sais pas si vous avez ça, mais les Marseillais à Cancun dans un appartement à côté de chez moi. C'est la télé-réalité. Voilà, ça a à peu près donné ça. Donc, ils se sont retrouvés à 8 dans un appartement collé à mon bâtiment. Alors moi, je vivais toute seule, tranquille, avec une mamie à côté, avec mes lapins, mes chiens, mes chats. Donc, c'est-à-dire que ça a été un choc d'une violence extrême. Et donc, il a fallu quelque chose parce que je ne pouvais plus sortir, en fait. Je ne pouvais plus sortir, j'avais du bruit dehors, du bruit dedans. Donc, ça a été ouais, une délivrance. Et surtout quand j'ai vu que ça fonctionnait. Surtout, et qu'il n'y avait pas d'effet indésirable, que je n'étais pas malade. Est-ce que tu serais d'accord de nous donner le nom de ce médicament? Alors, autant dire qu'ici, on n'a pas de partenariat avec les industries pharmaceutiques, bien au contraire. Mais c'est dommage, Sanofi, ils auraient peut-être besoin d'un coup de main, là. Hein. Ces dernières années, ils n'ont pas brillé. Mais du coup, j'avoue que je trouve chouette quand il y a quelque chose qui fonctionne pour quelqu'un. De toute façon, tu peux pas aller te le procurer comme ça en pharmacie. Ah bah non, il faut une ordonnance. Non. Mais je trouve que c'est pas mal pour aussi toutes les personnes qui sont en errance. Enfin voilà, des fois de pouvoir avoir un nom qui fonctionne chez les gens, ça veut pas dire que ça fonctionne chez tout le monde. On est bien d'accord? Voilà. Alors ça s'appelle le Laroxyl. C'est un médicament qui est sous forme de gouttes. Et on commence effectivement à toute petite dose. Et donc, il faut que ce soit donné. Enfin, moi, ça a été prescrit par la neurologue. Je pense que même un médecin généraliste ne le prescrira pas sans l'avis d'un neurologue. Parce qu'il faut qu'il y ait aussi quand même beaucoup quelque chose de physique qui fasse aussi. En fait, moi, c'était vraiment le côté, j'avais le visage qui se paralysait de douleur. C'est plus que j'avais de l'anxiété à rentrer dans une pièce. Voilà, on va donner à quelqu'un un anxiolytique, par exemple. Là, c'est vraiment un modificateur du système nerveux, quoi. Enfin, ça joue vraiment sur le système nerveux et ça se sent instantanément. J'y suis attachée presque comme c'est pas grave si je le rate. Tu vois, ça va pas. Je suis pas dépendante du médicament en soi, mais
mais l'état dans lequel je vis depuis que j'ai ce médicament, c'est une délivrance. Avant que tu Vraiment nous une- expliques ça, est-ce que tu peux vraiment... Donc, toi, tu nous dis, tu n'as pas du tout d'effet secondaire, Non, non, non. Il ce n'y a qui est pas déjà d'effet assez secondaire. incroyable. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Enfin, c'est pas bon. En fait, c'est un arrière-goût de cocaïne dans la gorge. Donc, c'est pas foufou, mais bon, voilà. Après, il faut boire un grand verre d'eau, puis ça passe. Mais non, vraiment, ça a été. Des fois, j'ai même eu des peurs qu'à un moment, ça marche plus et j'ai- alors maintenant, je les ai plus parce que ça fait quelques années et que je pense que même progressivement, alors non, j'en suis pas à ça, hein, pas du tout, du tout. Mais comme je vois que les doses, pour l'instant, n'augmentent pas, hein, j'ai augmenté qu'une fois. Je suis passée du minimum, j'étais à 5 doses, à aujourd'hui, je suis à 15. Ça varie, hein, 15-20. Mais comme je vois que j'ai pas besoin que ça augmente et qu'en fait, les moments où j'ai augmenté, c'était des moments où j'avais fait des mauvais choix et qu'en fait, je contrais contre ce que je voulais vraiment. Et du coup, c'est forcément que ça me faisait des traumas internes. Mais sinon, il n'y a pas du tout d'effet, il y a pas du tout d'effet secondaire. Ça a été mon médicament miracle. Alors, parle-nous de cette délivrance. Ah oui. Bah, déjà, le premier point, donc c'est vraiment ce qui m'a emmené chez la neurologue à ce moment-là, c'était les migraines. Donc, j'avais des migraines qui me prenaient la moitié du visage avec une paralysie faciale. Euh, donc, je pouvais pas, je perdais notion en fait. Hein, je pouvais pas marcher, je vomissais. C'était vraiment, enfin, ceux qui ont les migraines connaissent. Hein, voilà. Mais avec le côté vraiment physique qui se manifestait, où ça me déformait, ça me rendait encore plus malade. J'avais donc toute la partie fibromyalgie. Donc là, c'était les douleurs physiques qui ont commencé à s'atténuer. Parce qu'en fait, comme ça joue sur le système nerveux, comme je disais, ça permet une espèce de relâchement général du corps. Et, euh, et le message négatif qui va très vite dans les zones par les systèmes nerveux, disons qu'il y va moins vite et il y va moins fort. Donc, un coup physique va être ressenti différemment, mais un coup émotionnel aussi va être ressenti différemment, puisqu'en fait, on est dans une espèce de justesse qui n'existait pas avant pour moi. C'était soit waouh, soit oh, très haut, très très bas. Et, euh, et, et, et là, aujourd'hui, c'est ce que je disais un peu aussi, je reviens sur ce que je dis dans le sens où je regarde un peu plus les situations en me disant est-ce que ça vaut vraiment le coup de te rendre malade, de te mettre dans tous tes états. Et, Et et ça, c'est. Pardon, oui. excuse-moi de te couper, cette mise à distance, elle a vraiment été possible grâce au traitement. Elle a été possible grâce au traitement et aussi, en fait, c'est comme si ça avait reconditionné ma façon de réagir aux stimuli général. Je pense que c'est la meilleure expression que je puisse utiliser, puisque quand quelque chose arrive, j'ai le temps de prendre le temps. C'est vraiment, il y a presque deux, trois phases où, alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. Dans ma tête, je le décompose comme ça, mais évidemment, ça va plus vite que ça. Mais ok, qu'est-ce qui se passe? Cet événement ou cette situation? Bon, ok, est-ce que je peux y faire quelque chose? Ok, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et puis, des fois, il y a des choses qui passent un peu à la trappe. Et finalement, c'est des choses auxquelles je veux pas forcément me confronter. Et là, la partie physique va reprendre le dessus. Mais mais parce que je me connais, parce qu'aujourd'hui, je connais quelle zone de mon corps va souffrir pour telle situation. C'est une reprogrammation que j'ai faite aussi, en écoutant aussi beaucoup plus mon corps. Mais ça, j'avais déjà fait un travail pour essayer d'écouter un peu plus mon corps avant ça et de changer l'alimentation, tout ça. Enfin, ça a été d'autres choses avant. Et le médicament, c'est pour ça la délivrance, c'était l'aide qui me manquait en fait. Parce que j'avais beau avoir toute la volonté, on dit la force de l'intuition, de l'intention, de tout ce qu'on veut, les étoiles, les astres et puis les papillons, il y a un moment où malgré tous mes efforts, j'arrivais pas à atteindre cette justesse, cette harmonie en fait entre tout ça. Je pense que c'est intéressant de préciser ça, c'est que
Il peut y avoir beaucoup de personnes qui peuvent être aidées par les astres, les papillons et l'alimentation. Oui. Et je pense que c'est important de le dire et c'est tant mieux vraiment en fonction de Ouais. quelles sont leurs souffrances et puis et voilà leurs pensées. Mais Mhm. c'est pas le cas pour tout le monde. Et je pense que c'est vraiment important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui culpabilisent de ne pas arriver à sortir de certains mécanismes, une certaine manière d'emmagasiner les informations, d'avoir certaines pensées. Alors que, il y aurait à peu près tout sur le marché, entre le développement personnel, le yoga, Oui. l'alimentation pour aller mieux et en soit, il y a des gens pour qui ça ne fonctionne pas et c'est quand même bien de le dire. Il y a un moment Oui. donné, il faut faire le point et genre: «OK, il y a peut-être autre chose. Il faut aller Mm. peut-être dans autre chose». Et actuellement, je vois une psychiatre. Donc c'est marrant parce que je suis allée voir une psychiatre que quand j'allais mieux. Mais, mais je l'adore et puis je suis super contente d'aller la voir parce qu'elle me permet de des fois aussi de me mettre à contrario, donc c'est un peu ironique, face à mes émotions et à me dire attention Manon, parce que là, vous allez bien, tout va bien, mais il faut peut-être qu'on discute un petit peu de ce qui va pas, parce qu'il y a des choses qui vont pas. Et donc vous les mettez de côté parce que vous voulez pas replonger dans des trucs, mais ça va pas quand même. Et elle m'a dit un jour, parce que donc moi, je vais voir ma psychiatre, j'ai ce traitement, peut-être il faudra qu'on en parle après un petit peu des autres choses qui accompagnent tout ça. Et elle m'a dit, il y a des gens qui sont forts dans la dépression et qui essayent avec les plantes le développement personnel. Et elle me dit, et vous, ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, vous êtes allé chercher un peu plus d'aide, en fait. Vous êtes Mmh. allé chercher autre chose parce que vous vous rendiez compte que ça marchait pas. Et en fait, le fait que tout ce que j'essaie ne fonctionne pas, ça me faisait que me dire, mais en fait, tu arrives pas, et pourquoi tu arrives pas? Exactement ce que tu disais. Et que parfois, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que ce qu'on a en nous, c'est soit physique, euh, c'est soit un mécanisme du cerveau ou quelque chose, ou du corps, et on a besoin d'aller voir un spécialiste. On a besoin, à un moment donné, de prendre quelque chose qui va nous aider à voir les choses différemment, à comprendre et à avoir la force. En fait, ça aide aussi à se reposer pour trouver la force de d'enclencher d'autres mécanismes. Mmh, Ce c'est ça. médicament, moi, il m'a aidé à un moment à me soulager de toutes les douleurs, les angoisses, les trucs et tout, pour me dire, OK, je reprends de la force en tant qu'être humain, en tant que femme qui a vécu un traumatisme vraiment intense. Et j'ai le droit, quoi. Tu as le droit d'avoir de l'aide, tu as le droit de... Et puis même si cette aide-là, elle suffit pas, même si tu as encore besoin de prendre des cachets à côté, même si tu as besoin de tout ça, et ben, tu continues et tu essaies. Et puis, c'est pas toi, c'est ton corps qui fait quelque chose qui va pas. Et ça n'enlève pas tout le travail que tu as fait avant. Et, et c'est applicable après à plein de choses. Mais aller voir à un moment quelqu'un, moi, c'était pas une psychiatre, en plus, c'était pas un psychiatre, un psychologue, quoi. C'était à un moment, je me suis dit, j'ai une tumeur au cerveau, là, il va falloir m'arracher un bout du cerveau parce que je vais me taper la tête contre les murs, quoi. Et Mmh. ça, c'était physique, c'était pas la Manon qui était pas bien et qui disait, enfin, je vais pas y arriver, je suis pas bien, tatati, enfin, toutes les pensées, quoi. C'est qu'à un moment, il y a eu un élément physique qui a été trop violent et j'ai dit, là, j'ai plus la force de supporter tout ça toute seule. Mmh. Il faut faire quelque chose pour que ça s'arrête. Oui, et puis quand la dépression et l'anxiété sont trop envahissants, il y a presque Mhm. un bout où c'est pas possible de mettre en place une hygiène de vie ou Non. justement d'être dans quelque chose de l'ordre du développement personnel parce que c'est trop, c'est Mm. enclavant en Ah oui, fait. oui. Et que peut-être des fois de pouvoir aider aussi le cerveau en prenant un traitement à un moment donné, ça permet de se remettre dans un élan Ouais, pour pouvoir enclencher d'autres mécanismes autour. Donc toi, tu exactement. dis, tu as quand même une hygiène de vie qui a mangé. Désolée, hein. Oui, qui Quelqu'un a qui mangé ma vie. c'est ça. Je suis très portée sur la nourriture parce que ça fait une semaine que je dois manger de la poudre pour essayer de calmer la maladie intestinale avec laquelle je vis, donc je D'accord, pense qu'à la bouffe. c'est ça. D'accord, ça, c'est pas de souci. Donc ton hygiène de vie, elle a quand même changé. Tu as mis des choses en place en dehors du traitement qui te font du bien maintenant. Oui, ça avait commencé avant le traitement, donc je reviens sur l'ordre chronologique. Mais en fait, quand j'ai déménagé, donc j'habite dans les Landes actuellement, c'est le sud-ouest, et quand j'ai déménagé dans cette région, je partais de la Guadeloupe. Dans la Guadeloupe, j'avais eu énormément de problèmes avec l'alcool, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, donc voilà, tu picoles, tu
fait la fête. Et ça m'aidait, l'alcool, donc à aller vers les gens, à supporter les situations. Et je suis arrivée ici et je me suis dit, OK, j'ai besoin de... il faut que ça change. J'avais 24, je sais plus, 24 ou 25 ans. Bref, je revenais des États-Unis, couple qui n'avait pas marché, enfin encore un truc où j'étais partie sur un coup de tête et tout ça. Bon, je regrette rien, hein, parce que du coup, j'ai fait des trucs de ouf, hein, mais, j'étais fatiguée, quoi. Donc, je suis rentrée en France et je me suis dit, bon, je me vois pas du tout vivre là où vivaient mes parents, enfin, ma mère. Je suis arrivée dans les Landes et j'ai dit, OK, il va falloir qu'il y ait des choses qui changent. Donc, j'ai commencé par couper les réseaux sociaux. Et ensuite, j'ai essayé pendant un an de changer mon mode de vie. Donc, j'ai quand même beaucoup bu. Et du jour au lendemain, suite à un date pourri d'ailleurs, j'avais tombé une bouteille de rouge à table tellement le vin était très bon, mais le date était très pourri. Et du coup, j'ai fait une méga allergie. Non, mais vraiment, genre une méga allergie. Le mec parlait tellement de lui qu'il voyait même pas que j'étais devenue rouge écarlate, mais des plaques partout. Et je disais, putain, mais je me sens pas bien et tout. J'avais la langue qui gonflait. Bref, je rentre chez moi, j'appelle les pompiers en panique. Venez me chercher. Ici, on est au milieu de nulle part, hein. Le truc le plus proche, c'est 50 km. Donc, venez me chercher et tout. Bref, ils sont venus me chercher. Et en fait, j'ai commencé à faire des allergies à un peu tout. Et je pense que le corps commençait déjà un rejet. Mais je n'étais pas encore en pleine conscience que je voulais aller mieux. Mais petit à petit, je me suis dit, tiens, quand même, c'est bizarre, ton corps, il fait des allergies à l'alcool, il fait des allergies aux aliments. Donc, à ce moment-là, pas de gluten, je faisais un régime d'exclusion. Ça a enclenché tout un tas de trucs. Donc, je me suis dit, bon, va falloir commencer à réfléchir à l'alimentation. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup renseignée dessus. J'avais quand même passé mon diplôme. Ah non, je ne l'avais pas encore passé. Ensuite, j'ai passé mon diplôme de prof de yoga quand je suis repartie en Guadeloupe pour un hiver. Et j'ai commencé donc à m'intéresser à la médecine ayurvédique, évidemment, à l'activité. Moi, je fais du surf, donc je faisais déjà du surf et je savais déjà les bénéfices de l'eau et de l'activité sportive. Mais évidemment, tu m'aurais dit ça quand j'étais alitée il y a 10 ans, j'aurais pas pu te dire, ah ben oui, c'est bien le sport, hein, super, mais je peux pas sortir de chez moi. Donc, mais comme à ce moment-là, j'avais un peu plus d'énergie, déjà j'étais au chaud, donc j'avais commencé à enclencher des petites choses, mais c'était pas devenu des routines assez ancrées sur le long terme. Et j'avais encore, justement, dû à mon état psychologique, des moments trop profonds de mini-dépression, de down, voilà, je m'enferme et tout ça. Et donc, en fait, après, il y a eu cette dépression, tout ça, tout ça. Et on est arrivé au moment où j'ai pris mon médicament. Et là, j'ai recommencé en fait en me disant, OK, là, maintenant, tu as cette aide. Tu peux pas continuer. Enfin, il faut pas que tu repartes dans les anciens trucs. Il faut que tu te remettes en condition. Et, et puis, du coup, j'ai accompagné ce traitement déjà de séance chez le kiné. Ça, j'y allais déjà deux fois par semaine. Donc, il me fait des massages. Et il me permet... il m'autorise à ne pas faire d'activité physique dans son cabinet parce qu'il sait qu'à côté, je suis très, très active. J'essaie au maximum de ne pas rester allongée quand j'ai mal au dos et pourtant c'est très souvent, surtout avec le nerf sciatique et tout ça, j'essaie d'aller marcher. J'ai 2 chiens, donc j'ai pas le choix en fait. Je me suis pris un chien la nuit de ma dépression pour sortir de chez moi. Parce que vraiment, je me suis dit là, en fait, tu n'auras pas le choix, quoi. À un moment, ton animal, c'est comme ton enfant, il a besoin de toi, il faut que tu sortes. Donc déjà, le fait de sortir, de quitter le stress de la ville, le stress des réseaux sociaux, aller chez le kiné pour déjà avoir une routine, parce que je ne travaillais pas, hein, j'avais pas de projet professionnel, du coup, pas de mari, pas d'enfant, pas de femme non plus. J'avais que des chiens, des chats et mon kiné. Et donc, du coup, le kiné, ensuite, il y a l'ostéo toutes les 5 semaines. Là, j'ai fait de l'ostéo crânienne. Enfin, je fais de l'ostéo crânienne beaucoup. Et ça a commencé avec un super professeur qui me faisait en Guadeloupe, un vieux monsieur qui me faisait des super bains de boue, enfin, des trucs comme on n'en fait plus maintenant, hein. Tu restes 3/4 d'heure, vraiment génial. Et il m'a dit, en fait, effectivement, vous êtes beaucoup tombé d'un certain côté de la tête. Et en fait, ces chocs aussi ont accentué sans cesse et vos douleurs et vos états nerveux parce que on tape sur la tête, ça fait jamais du bien, hein. Donc en fait, petit à petit, tous ces praticiens m'ont emmené à une routine, euh, une routine de soins qui sont échelonnés comme ça, toutes les 5 semaines l'ostéo, le kiné au moins 1 à 2 fois par semaine, du coup la psychiatre toutes les 2 semaines.
Et puis après, l'alimentation. Alors, l'alimentation, maintenant, je suis un peu plus cool avec moi-même, hein. Je me laisse un peu plus de répit. Mais disons que quand je bois un verre de vin ou quand je mange quelque chose, ou des choses comme ça, je le sais que ça va pas me mettre bien. Donc, en fait, je vais pas paniquer derrière en me disant, ah là, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos. Je me dis, bon, bah, t'as profité, t'as bu 2 verres de pinard et puis c'est bon, quoi. Tu le fais en conscience un peu. Voilà, je fais les mauvaises choses en conscience, mais je le fais aussi avec le plaisir de pouvoir boire un verre de vin aujourd'hui avec mon chéri ou avec ma famille, pouvoir manger de la viande et puis de pas toujours être celle qui est pénible et qui ça. Alors, il y a des personnes pour qui c'est impossible de faire ça. Moi, j'ai la chance de pouvoir jongler encore avec avec les choses, mais il y a des choses sur lesquelles vraiment je suis intransigeante. Mais en tout cas, voilà, c'est beaucoup de choses qui sont cumulées et puis surtout, voilà, arriver à continuer tout ça et puis trouver des projets, vivre dans un endroit où on se sent bien. Est-ce que tu as trouvé un travail aussi qui est adapté à toi, en fait? Alors, j'ai d'abord trouvé un travail qui était adapté à moi, ouais. Et puis du coup, j'ai trouvé l'amour en même temps que trouver ce travail. Waouh! Ouais, et du coup, j'ai trouvé quelqu'un qui a une tolérance comme j'ai jamais vu. Alors, c'est paradoxal, hein, parce que cette personne est extrêmement bruyante et en plus, le problème des surfeurs, il a une oreille, il est à moitié sourd. Donc là, on commence à toucher un rendez-vous de l'ORL du bout du doigt, hein, après 1 an et demi. Mais, mais du coup, c'est des choses que je supportais pas avant. En fait, je vois tellement les efforts qu'il fait au quotidien pour que mon quotidien soit plus facile, que finalement, bah, je les prends avec beaucoup plus de philosophie. Voilà. Quand il va faire du bruit, bah, je vais avoir mal aux oreilles et puis je vais réagir, mais je vais pas me sentir coupable à aucun moment. Euh, et puis pour le travail, en fait, au début, donc j'étais chef de rang et j'avais trouvé une structure plus petite et donc leur restaurant avec sa sœur. Et en fait, je me suis toujours sentie bien. Et ensuite, je leur ai proposé, comme j'ai une reconnaissance travailleur handicapé, donc ça c'est quelque chose qu'on a, que c'est pas toutes les personnes qui ont, dans mon cas, qui l'ont, mais moi j'ai beaucoup bataillé pour l'avoir. C'est beaucoup de dossiers et tout ça. Ça permet des aides en fait avant un certain âge à l'emploi d'une personne handicapée. Et du coup, j'ai été obligée de leur dire. Et je leur ai expliqué et ils l'ont pris très bien. Déjà, à la base, c'est des employeurs qui, eux, respectent les conditions de travail, même dans la restauration, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, hein, n'est-ce pas? Pas Je ne sais très pas si c'est commun. pareil chez vous. Voilà. Et donc ça, oui. Et puis suite à ça, comme l'été, donc c'était saisonnier, c'était tellement bien passé, la saison s'était tellement bien passée. C'était la première fois que je finissais un contrat de travail correctement, sans que ça finisse en drame. Et en fait, ça m'a donné la force de faire plein de choses. Et j'ai ouvert ma société aussi, mon entreprise. Ah, attention Euh, ton micro. Ah, pardon. J'ai ouvert mon entreprise. Et du coup, là, à partir du mois prochain, j'ai une employée et 3 stagiaires qui seront là pour plusieurs mois sur la structure. Et je réalise toutes les envies que j'ai, en fait, qu'on me disait, ah, mais tu peux pas tout faire. Il faut choisir et tout. Bah non, moi j'ai tout mis, j'ai fait une société, j'ai dit je vais tout faire dans ma société comme je veux. Et ouais, ça c'est super cool. C'est hyper chouette. On n'en peut plus de les entendre, ces gens qui sont toujours défaitistes et qui mettent des bâtons dans les roues partout. Laissez les gens s'épanouir et développer C'est leurs ça. ailes de papillon. C'est ça. C'est Non, et super, surtout, bravo. merci. Mais surtout dans le boulot, parce que moi, j'ai fait beaucoup. Du coup, j'ai jobé, hein, tu vois, j'ai passé mon bac en candidat libre, c'est-à-dire que je n'étais pas inscrite au lycée du fait de ma carrière scolaire, n'est-ce pas? Mais je suis partie à Amsterdam, je suis revenue passer mon bac, et puis déjà, c'était déjà pas commun à l'époque. Et en fait, après, j'ai jobé, et je me suis toujours dit, à un moment, ça va me servir, quoi. Enfin, j'ai bossé dans plein de trucs. Et en fait, maintenant, toutes les petites expériences que j'ai pu tirer de plein de choses, ça a fait qu'aujourd'hui, je suis une chef d'entreprise très adulte de le dire, mais je suis capable d'organiser un événement, d'avoir une friperie en boutique, d'avoir une friperie en ligne, de continuer à bosser dans le restaurant parce que j'ai envie de le faire, d'employer quelqu'un qui avait 49 ans et qui ne trouvait pas de boulot parce qu'à 49 ans, on n'emploie plus les gens. Enfin, en fait, de pouvoir faire du social, de pouvoir faire des projets artistiques, des événements, tout ça, alors qu'avant, on me disait, bah non, c'est un seul truc, tu peux pas tout faire maintenant, tu peux pas tout faire. Voilà, bah si, moi je veux tout faire et je vais essayer de tout faire et maintenant, c'est possible. Donc, je suis ravie. Je suis Eh ravie. ben, Puis les gens me suivent. je te souhaite de tout faire. C'est vraiment cool. Merci. Est-ce que tu t'es sentie un peu dans toutes ces étapes un peu de vie
entourée par ton entourage? Entendu, écouté? Ouais, alors nous on est déjà trois frères et sœurs, donc on est déjà nombreux, c'est déjà pas mal. Et puis j'ai mes deux parents, j'ai la chance d'avoir mes deux parents. J'ai aussi mes grands-parents qui ont été très présents dans mon enfance et qui le sont encore aujourd'hui. Et on en parlait, tu vois, quand on disait qu'il faut parler aux enfants et tout ça. C'est en disant à mes grands-parents que j'avais fait cette œuf clair, que ma grand-mère s'est confiée sur des histoires, sur son histoire avec mon grand-père, qui m'a permis, moi, de comprendre des choses, d'en parler avec mon père, qui a expliqué des choses, faire la psychogénéalogie, quoi, enfin la transgénéalogie, je sais pas comment on appelle ça. Et en fait, tout ça, tout ça, pour moi, je l'ai pris comme de l'aide, en fait, parce que le fait qu'à un moment donné, mon histoire et ce que j'ai vécu et le fait d'en parler euh, et les douleurs et tout ça, ça puisse expliquer des choses aussi et débloquer des choses chez d'autres personnes de ma famille, déjà, ça a été une très belle chose. Et après, au niveau accompagnement, mes parents, moi, m'ont beaucoup accompagnée à l'hôpital et tout ça. Ils ont été très présents. Mon père, il rentrait quand j'ai fait enfin, il rentrait. À la base, il rentrait parce qu'il pensait être papy, donc il était rentré pour venir voir ou sa future petite fille ou petit-fils, parce qu'il habitait en Guadeloupe. Et puis du coup, il est resté près de moi. Et d'ailleurs, on a continué à être en colocation pendant 2 ans. Là, ça fait 6 mois même pas 3 mois qu'on n'habite plus ensemble. Mais ils ont toujours été très présents, avec des degrés de compréhension qui est différent. Mais au contraire, des fois, c'était presque eux qui avaient l'étendard de c'est pas parce que ça se voit pas que ça n'existe pas. Et puis, c'est pas parce qu'elle est jeune qu'on n'est pas malade. Et puis, c'était eux presque qui arrivaient un peu en chien de garde, en disant bah oui, surtout quand je partais en voyage avec ma mère, elle faisait des voyages organisés. Et régulièrement, je disais bon, maman, je vais m'asseoir. Parce que je voulais que rien ne soit impossible, mais on le faisait à mon rythme. Donc voilà, j'y allais, puis je m'asseyais beaucoup, on prenait le temps, souvent on n'allait pas faire des excursions et tout ça. Puis à chaque fois, les gens, grande tape dans le dos, surtout à 18 ans. Mais ma pauvre, c'était fatigué maintenant, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Et alors là, voilà. Ah, j'en peux Voilà, plus. voilà, ces gens-là. Et puis là, tu leur dis, bah ouais, mais il n'y a pas d'âge pour être malade. Donc là, ils se prennent une leçon, ça les calme direct. Dans les avions aussi, hein, souvent, quand je demandais est-ce que je peux changer de place quand il y a un enfant qui crie ou qui tape derrière. Non, mais vous savez, madame, quand vous aurez des enfants, ouais, mais bon, en même temps, je suis malade, donc je fais quoi? On fait quoi? On fait une bataille? Ceux qui ont des enfants contre ceux qui sont malades? Enfin, je comprends pas. Alors, j'avais beaucoup de réparties à l'époque en plus, donc ça va, ça a aidé. Maintenant, je suis un peu plus tolérante, on va dire. Maintenant, je suis un peu plus souple avec les gens. Mais mes proches ont toujours été super, super présents. Et à part ce fameux conjoint, ex-conjoint, et tous les autres avant, en fait. Mais là, j'ai la chance, même encore aujourd'hui, d'être entourée. Et c'est parfois eux qui me disent, Manon, n'oublie pas quand même qu'il faut que tu te reposes. N'oublie pas que... Ah, ils me le rappellent pas en me culpabilisant, mais ils me le rappellent plus En garde-fou. Ouais, voilà, en me disant, tu es capable de tout, on le sait, tu le sais, et tu l'as montré, mais maintenant, il faut aussi que tu te reposes, quoi. Ça montre aussi qu'ils ont saisi dans quoi t'es. En fait, ils t'ont observé, c'est ça aussi. Je remarque de manière aussi personnelle, mon conjoint, il peut assez facilement me dire n'en fais pas trop, parce qu'il sait que j'ai une tendance avec cet élan vital à vouloir faire plein de choses, mais physiquement, j'y arrive pas forcément. Puis après, j'ai le crash. Et puis d'observer ça, il me dit vas-y mollo, là tu fais plus de deux choses dans la journée, ça va tellement te fatiguer, tu vas être pas bien. Enfin, et au départ j'étais un peu là paternaliste. Oui, ça va. Quoi. Et en fait, je suis une grande fille. Exactement. Puis après, je me suis vraiment rendu compte en parlant avec lui que c'est sa sensibilité par rapport à l'observation qu'il a fait aussi de moi dans le quotidien qui fait ça. Et je trouve ça joli quelque part. Ah oui, oui, puis c'est vraiment déjà c'est une preuve d'amour, c'est une preuve de tendresse de prendre soin de l'autre. Et de pas dire, je peux que comparer avec la personne avec qui j'ai été, hein, quand on a vécu ça, je passais une journée à pleurer dans le lit et puis qui m'a dit, bon, bah, maintenant, il faut que tu te lèves parce qu'il y a le petit. Et puis bon, c'est rien, de toute façon, c'était pas là. Enfin, quelque chose de très, très distant, de très violent, pas du tout dans la compréhension. Alors après, je ne blâme pas, il a son vécu, il a son histoire. Et puis aujourd'hui, c'est lui qui a pris conscience de tout ce qu'il avait fait, de tout ce qu'il m'avait fait et de la violence des choses qui ont été dites. Et donc aujourd'hui, c'est lui qui doit vivre avec ça et faire son travail sur ça. Je pense que je préfère être à ma place qu'à la sienne, en fait. Parce que moi, j'ai toujours été dans la compréhension et dans la gentillesse et l'accompagnement et
Et même par rapport aux gens autour de moi, j'ai tendance à surprotéger les gens. Mais c'est vrai que mon papa, par exemple, a pas mal de problèmes de santé. Et pareil, on ne trouve jamais ce qu'il a parce qu'il a mal partout, parce que si. Moi, je sais que c'est très... Je le connais, donc je sais quand il arrive sur ses limites. Et, et tout comme mon amoureux, je le connais sur des choses toutes simples, hein. Il a faim, il va être de mauvaise humeur, c'est ses petits symptômes à lui, hein, et donc ou alors il est fatigué, ou alors il s'est levé tôt, ou alors il est sensible à d'autres choses auxquelles moi je suis peut-être moins sensible. Et je me dis, ben, je suis fière de moi quand moi aussi de l'autre côté, ben, je suis là plus compréhensive et je me dis, cette fois, c'est moi qui peux être un peu, bon, ben, assieds-toi, je vais m'en occuper. Enfin, voilà, c'est bien aussi de pouvoir échanger, mais c'est bien d'avoir quelqu'un. Moi, j'ai mon corps déjà, qui est mon premier ami, hein, qui m'alerte très rapidement. Mais c'est vrai que quand on a quelqu'un, des fois, qui nous dit, ouais, fais pas ci, enfin, fais pas ci. Vas-y, mollo et tout, tu as ce côté à dire d'abord, non, mais c'est bon, je fais ce que je veux. Puis après, en fait, il faut se dire, ouais, mais bon, en fait, finalement, ils ont peut-être raison parce que là, ça sert à rien de pas le faire, de pas arriver à le faire, de se culpabiliser parce qu'on n'arrive pas à le faire. Enfin, Ouais, c'est autant clair. s'arrêter direct, quoi. Maintenant, moi, j'arrive un petit peu à la fin des questions avant les Ouais. 2 dernières. Est-ce que Ok. toi, t'aimerais aborder un sujet, rajouter quelque chose avant que je te les pose? Alors, rajouter quelque chose, je réfléchis. Bah, c'est plus un message positif que je voudrais rajouter. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant ou à la fin, mais euh, l'anxiété, la dépression, la bipolarité, toutes les troubles psychologiques, nerveux, la douleur, la fibro, toutes les maladies qu'on a effectivement et qui ne se voient pas, elles existent, ça c'est sûr. Et puis on n'est pas tout seul. Et, euh, et ça ne fait pas de nous des personnes pas normales, ça fait juste de nous des personnes différentes. Et la différence, c'est beau, hein, quand on la voit dans la nature, hein. Il y en a qui poussent moins vite que les autres, il y en a qui ont plus de difficultés, et pour autant, c'est pas moins beau, puis c'est pas moins intéressant. Et, j'aurais jamais cru que j'arriverais là où j'en suis. Et c'est pour ça qu'il faut, même si on est au plus mal, au plus profond, déjà, il faut demander de l'aide aux bonnes personnes. Et il faut aussi arriver à s'éloigner des personnes qui ne prennent pas en compte ce qu'on dit. Ça, parce que ce soit un petit bobo, que ce soit... euh, c'est c'est important d'avoir quelqu'un, du petit bobo au plus grand mot, c'est important d'avoir quelqu'un qui vient nous aider, nous tendre la main ou juste nous dire, comme on disait, oui, t'as mal, je comprends que t'as mal, alors ça doit, c'est pas grave, quoi, je suis là et je vais t'écouter. Et comme on dit, des fois, c'est juste quelqu'un qui nous tienne la main, il n'y a pas forcément besoin de parler, quoi. Ou quelqu'un, des fois, qui t'emmène faire quelque chose qui n'a rien, aucun rapport, mais ça fait du bien aussi, quoi. Qui t'amène, je sais pas moi, un vieux DVD, une peluche. Enfin, il y a toujours façon de montrer. Et puis aussi, nous, en tant que malade, en tant que personne malade, et c'est pas une insulte, comme moi, je suis handicapée et c'est pas une insulte, euh, c'est aussi de dire les choses et de pas avoir l'impression que c'est inné et que les gens, bah, ils devraient savoir, parce qu'en fait, non, l'ignardise, c'est tout le monde. Et puis comme voilà, des fois on peut donner des leçons aux gens en leur expliquant tout simplement qu'il n'y a pas d'âge pour être malade, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de situation. Voilà. Prendre, que ce soit d'être pédagogue dans un sens et dans l'autre. Hmm. Bon, bah alors du coup, tu as déjà répondu à l'avant-dernière question où je voulais te Moi. demander de faire passer un message. Mais c'est très bien, Super. il n'y a pas besoin que je la pose. Et Ouais, alors du coup, la toute dernière, c'est si cette maladie était un super pouvoir ou une force, ou voilà, est-ce qu'il y a quelque part, ça t'a amené quelque chose, ce trouble anxio-dépressif, de positif? oui, parce que ça m'a amené l'hypersensibilité. Et ça, c'est un nouveau sens, c'est quelque chose que les autres ne perçoivent pas. Parce que ce problème aussi relationnel, il vient de ce que je reçois des gens. Donc, je vais entrer dans une pièce et je vais ressentir très rapidement la personne en face de moi. Euh, et du coup, ça peut ou ça peut pas, hein, enfin, m'atteindre. Maintenant, j'arrive à le bloquer. Mais ça me permet aussi d'aller ou non vers cette personne. Et du coup, des fois, de pouvoir donner de l'aide ou un mot ou quelque chose
c'est un ressenti, une intuition. Et des fois, ça m'aide moi aussi à pas aller dans les mauvaises directions. Et des fois, on dit, ah, cette personne, je la sens pas. Alors, on va dire, ouais, c'est physique. Ben oui, parce qu'en fait, c'est la personne que tu as en face de toi, elle ne te dégage pas des ondes et des énergies qui te reviennent de façon positive. Voilà. Et l'hypersensibilité que j'ai, qui du coup fait cette anxiété et cet état-là général, c'est parce que je suis une éponge et que j'aspire tout. Donc oui, c'est un super pouvoir. Ouais. C'est voir au-delà de ce qu'on nous montre. Ma psy parle de l'hypersensibilité comme, les personnes hypersensibles comme des gens qui ont des antennes en fait. Ouais, et je trouve que c'est tellement juste. Moi, c'est une image qui me parle beaucoup. Ouais. On a ces petites antennes là, on ressent à peu près tout et on peut pas toujours l'expliquer ou le formuler de manière analytique ou réfléchie, concrète, mais tout est ressenti fois 1000. Les infos, hein, je veux dire, il suffit de regarder. Moi, je me suis coupée. Alors, les réseaux, maintenant, j'y arrive mieux parce que du coup, comme c'est pour le boulot que j'ai mon Instagram, par exemple, je ne suis pas orientée vers des sujets qui ne sont pas en rapport avec mon business. Et puis, parce que je passe pas des heures à scroller sur mon téléphone. Mais je n'ai pas la télé. Ça doit faire 10 ans que j'ai plus de télé. Je n'écoute pas les infos. J'écoute pas. Alors, je me renseigne comme je peux, plus ou moins. Enfin, comme je peux. En fait, on est toujours renseigné parce qu'il y a toujours quelqu'un qui nous raconte un truc. On tombe toujours sur un reportage. J'aime bien lire un petit peu les journaux et tout ça. Mais en fait, toutes ces choses qui sont anxiogènes et qui, moi, me rendent malade, quoi. Mais bon, tu vois, je vois un papy qui est tout seul dans un parc sur un banc. Ça va peut-être me faire autant d'émotions que ça. Hein. Et puis à côté, moi, on va me dire quelque chose de méchant. Puis je vais être là, bof, je m'en fous un peu, quoi. Mais en fait, des fois, la misère des autres, elle nous touche en plus que la nôtre. La compassion, c'est encore quelque chose sur lequel j'essaye de travailler. Je m'écouterai, je crois que j'accueillerai tous les animaux que je vois, que je sais qu'ils sont pas bien. Enfin voilà, c'est vraiment cette sensibilité-là. Mais c'est aussi tellement un cadeau parce que c'est aussi beaucoup de générosité, je crois, dans l'autre sens, quand on arrive à le transmettre autrement. C'est beaucoup d'attention, de choses sur lesquelles on porte plus d'attention. Tu vois, mon employée, elle a été très touchée. On dit collaboratrice. Ma collaboratrice a été très touchée parce que, par exemple, sur un truc, j'ai retenu le nom de ses fils sur quelque chose que j'ai mis en place pour un code de quelque chose, tu vois. Et elle m'a dit, mais c'est fou parce qu'il y a des gens à qui je le répète 250 fois et ils ne s'en rappellent pas, quoi. Et je dis, bah si, moi, c'est quelque chose qui est important pour toi. Donc, puis c'est simple. Oui, puis tu ne le contrôles même pas, en fait. C'est juste que tu as une manière d'emmagasiner les infos qui est avec cette sensibilité et qui est différente. Oui, puis qu'est-ce qui touche les gens autour de moi. Je crois que, c'est ça. C'est vraiment... c'est de pouvoir voir au travers et puis d'arriver aussi à faire plaisir aux gens. C'est un côté généreux. Bon, je suis taureau en plus. Très, très, très cadeau, très faire plaisir. Mais non, c'est vraiment un super pouvoir. Je regrette rien. Je changerai pas ma vie en tout cas. Super. Je te remercie vraiment pour ce très joli témoignage. Merci à toi. J'espère que j'ai pas été trop pipelette. Écoute. Les gens sont là pour écouter. Pour nous écouter, a priori, c'est jamais trop. Chouette. Je te remercie vraiment beaucoup et puis je te souhaite une belle soirée et à bientôt. Merci. À toi aussi, à bientôt. Merci. Ciao. Ciao. Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.